C'est donc après une longue attente que nous allons discuter enfin le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines. Cela fait en effet plusieurs mois que nous attendions l'arrivée de ce texte que vous avez présenté en octobre dernier au Conseil des ministres. Ce temps de gestation, parce qu'il s'agit exactement de 9 mois, n'a pas été inutile. Il a permis, cela a été dit au rapporteur, de mener à bien environ 300 auditions. Après avoir conduit une mission donnant lieu à un rapport sur la surpopulation carcérale que la Commission des lois avait salué. Ce temps lui a permis également de conduire un travail de concertation avec l'ensemble des groupes de la majorité, d'amélioration et d'enrichissement de ce texte. Et je voudrais ici le remercier pour cette ouverture et ce travail fait en commun. Il a permis également aux parlementaires que nous sommes un travail de fond, d'analyse du texte et de confrontation au réel avec des visites de terrain en maison d'arrêt, notamment comme nous l'avons fait hier avec mes collègues Cécile Duflot, Elisabeth Pochon et Daniel Goldberg à la maison d'arrêt de Villepinte. Il a donné en effet le temps au Parlement de jouer son rôle, car même s'il s'agit d'un texte gouvernemental, il ne faut pas l'oublier, il ne faut jamais l'oublier. Nous sommes, chers collègues, les dépositaires du pouvoir législatif. Les équilibres issus du travail interministériel n'ont rien d'illégitime, mais le travail d'amendement du Parlement a autant, si ce n'est plus, de légitimité. Au final, ce sera notre texte, ce sera notre volonté. L'opposition, quant à elle, a utilisé à sa manière le temps qui a précédé la discussion du texte. Elle a déposé au dernier moment plusieurs centaines d'amendements. En fait, elle a déposé des amendements parce que le président de la commission des lois, justement, a ouvert la possibilité de dépôt. Elle n'avait déposé que quelques dizaines dans un premier temps. C'est tout à fait votre droit. Depuis des mois, cependant, les responsables de l'opposition mènent une campagne outrancière, non pas tant contre le texte que contre vous, Madame la garde des Sceaux. Et dans cette campagne, tout y passe. Des statistiques biaisées, l'instrumentalisation des victimes et surtout le déni. Le déni des difficultés et des dysfonctionnements de notre système pénal, de la surpopulation carcérale, des taux de réitération et de récidive qui sont un danger pour notre sécurité, pour l'ensemble de la communauté nationale. Et puis, surtout, le déni de la situation que le gouvernement a rencontrée, a héritée. Votre bilan, chers collègues de l'opposition, devrait vous conduire à plus de modestie, à plus d'humilité. Les dizaines de textes que vous avez adoptés n'ont pas fait progresser la sécurité de nos concitoyens. Ils ont parfois fait progresser l'audimat, je vous le concède, mais pas la protection dont chaque citoyen a besoin. Chaque fait divers a été exploité sans vergogne pour justifier les innombrables tours de vis législatifs qui ont jalonné la précédente législature. Des principes essentiels de notre droit ont été bouleversés. Les acteurs de la justice ont été dénigrés, accusés, jetés en pâture, désignés à la vindicte par le président de la République lui-même. L'instauration des peines planchers a contredit l'individualisation des peines et le pouvoir d'appréciation du juge. De nombreux délits ont été criminalisés. Vous avez voulu que l'enfermement devienne la règle. Pour quel résultat finalement? Les crimes, les délits, les incivilités n'ont pas disparu et les prisons n'ont cessé de se remplir. D'ailleurs, contrairement à vos allégations, l'entrée en fonction de la garde des Sceaux n'a pas eu d'effet, malheureusement, sur cette situation, puisque depuis qu'elle est en fonction, 2 records d'occupation de nos prisons ont été battus. La population carcérale n'a en effet cessé d'augmenter d'environ 30% entre 2000 et 2014. 68 859 personnes étaient incarcérées au 1er avril, en augmentation de 2% par rapport à l'année précédente. En 13 ans, la population carcérale a augmenté de 44%, alors que la population n'a augmenté, elle, que de 8%. De 2 choses l'une, ou bien la délinquance a explosé dans des proportions étonnantes, et je ne tomberai pas dans l'outrance, parce que ça a commencé bien avant le 6 mai 2012, je ne tomberai pas dans l'outrance en rendant l'opposition seule responsable de cette situation, ou bien la justice emprisonne davantage. Un examen de bonne foi montre à l'évidence que la justice française est sévère. Elle est sévère. La moyenne des peines fermes d'emprisonnement est passée d'environ 8 mois à plus de 11 mois entre 2007 et 2011, et 30% des peines prononcées hors contentieux routier sont de la prison ferme contre 5,5, par exemple, chez notre voisin allemand. Cette politique a eu un effet, celui d'établir des records de surpopulation carcérale, malgré un programme intensif de construction de prisons qui a englouti le gros des crédits nouveaux et à venir de la justice. La vétusté de notre système pénitentiaire et sa surpopulation, vaut à la France des condamnations répétées de la Cour européenne des droits de l'homme pour traitement dégradant. Les dispositifs d'alternative à la prison, la réinsertion, le suivi des détenus, la prise en charge psychiatrique ont été systématiquement négligés, comme le rappelait notre rapporteur dans son rapport sur la surpopulation carcérale, comme le notait également le contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son rapport d'activité de 2013. La politique de prévention a connu à peu près le même sort.
Et les victimes, me direz-vous? Elles ont été en effet instrumentalisées, mais ont-elles été aidées? Ont-elles été vraiment accompagnées? Vous le savez, cela a été rappelé ici même par Madame la garde des Sceaux, le budget consacré aux victimes a été en diminution constante entre 2010 et 2012, de 10% à peu près, si bien que les associations d'aide aux victimes avaient dû réduire leur permanence. Toutes les décisions de la dernière mandature n'ont pas créé, mais ont participé au renforcement de la situation de surpopulation carcérale. La loi sur la récidive de 2007 qui instaurait les peines planchers pour les récidivistes, la loi sur la rétention de sûreté de 2008 qui a limité les réductions de peine, mais qui a en revanche créé une peine après la peine, au mépris du principe fondamental selon lequel un individu ne peut être puni 2 fois pour les mêmes faits. Le Conseil constitutionnel en avait limité heureusement la rétroactivité, une précaution que la loi sur la récidive criminelle de 2009 a pu contourner. La loi pénitentiaire de 2009 qui a restreint l'exercice des droits fondamentaux des personnes détenues en donnant un pouvoir d'appréciation supplémentaire à l'administration pénitentiaire est allée dans le même sens. La seconde loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, dite LOPSI 2, nie le principe d'individualisation des peines en élargissant les peines planchers aux primo-délinquants et non plus aux seuls récidivistes. Cette situation de surpopulation carcérale rend difficile l'accueil des prévenus, le suivi des condamnés, le travail de l'administration pénitentiaire et constitue un facteur important, pas le seul, mais un facteur important d'augmentation de la réitération de la récidive. Ce sont ces mots-là qui ont été utilisés hier lors de la visite que nous avons effectuée avec ma collègue Cécile Duflot par les personnels de la maison d'arrêt de Villepinte. Maison d'arrêt mise en service en 1993, prévue à l'origine pour 588 places. Villepinte accueille aujourd'hui plus de 1000 détenus. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté avait noté l'extrême violence entre les détenus, dans les relations entre les détenus et l'administration pénitentiaire. Et bien sûr, comme dans d'autres prisons, certains prévenus dorment à même le sol et la douche, ce n'est possible qu'une fois tous les 2 jours. Il n'y a pas de quoi être fier de cette situation. Certes, vous ne l'avez pas créée, chers collègues, mais vous n'avez rien fait pour y remédier, vous l'avez même aggravée. Nous avons une situation où les sorties sèches que l'ancien président Warsmann, rappelez-vous, avait dénoncées avec vigueur, ces sorties sèches sont la règle dans plus de 95% des cas en ce qui concerne les courtes peines. Un tiers des détenus passent moins de 3 mois de détention. Et je m'interroge, quel est le sens de la peine lorsqu'il est impossible d'engager la moindre démarche de réinsertion ou de soins sur d'aussi courtes périodes? Nous savons que la situation est intenable, les besoins sont criants, nous les connaissons tous, certains d'entre vous l'ont rappelé ici même à la tribune, besoin de travailler en prison, besoin de se former, besoin de soigner ses addictions. C'est ça la réalité des courtes peines. La situation qui consiste à se débarrasser des petits délinquants récidivistes en les enfermant quelques mois est une impasse. L'enfermement ne saurait être la réponse à toutes les délinquances. Il faut que la prison soit une réponse adaptée à des actes de délinquance proportionnés. La privation de liberté, qui est la peine la plus lourde, doit, pour être utile et efficace, répondre à des délinquances qui méritent cette privation, pour permettre aux délinquants de réfléchir à son acte et non pas de récidiver une fois sortis de prison. La prison doit préparer la réinsertion et ne pas devenir, comme c'est le cas aujourd'hui, l'école de la récidive. Cette situation est coûteuse, vous le savez, pour toute la communauté, pour les victimes en premier chef, mais elle coûte. Elle coûte cher, sans beaucoup de résultats. Le coût moyen des constructions de places de prison ces dernières années est de l'ordre de 120 000 €. Les coûts d'incarcération sont élevés également. 85 € en maison d'arrêt, presque 100 € en maison centrale. Entre 1999 et 2014, le poids de l'administration pénitentiaire est passé de 28 à 42% dans le budget total de la justice. La prison coûte plus cher que les peines alternatives et celles-ci sont plus efficaces pour éviter la récidive. Un placement en centre de semi-liberté coûte 60 € à peu près. Un placement à l'extérieur avec une prise en charge d'un condamné par une association d'aide à la réinsertion s'élève à peu près à 30 €. Enfin, le coût d'une journée sous surveillance électronique est de l'ordre de 10 €. Il fallait donc agir, et c'est ce que le gouvernement a essayé de faire avec ce texte. C'est le sens des propositions de la garde des Sceaux. Que contient finalement ce texte qui nous est présenté aujourd'hui par Madame la garde des Sceaux? Que contient-il qui justifierait tant d'amendements de l'opposition et une telle déferlante d'attaques où se mêlent mensonges, approximations et instrumentalisation des peurs? Une telle charge est surprenante, une telle violence est déplacée, car pour reprendre les termes du président de la commission des lois, qui n'est toujours pas là, c'est un texte à l'ambition mesurée, aux dispositions modestes, dit-il, à la vocation tempérée. Le texte, en effet, ne concerne ni les crimes
ni les mineurs. Ce texte se concentre uniquement sur les délits. Alors, je vous le concède, les délits, c'est vraiment cette délinquance du quotidien qui pourrit la vie des gens. Ce sont les vols, les dégradations de véhicules, la consommation et le petit trafic de stupéfiants, les délits routiers. Mais je me faisais une réflexion tout à l'heure, et je me disais qu'on était extrêmement sévère à l'égard de cette petite délinquance, et si tolérant à l'égard d'une autre délinquance. Je n'ai pas le souvenir, je me suis repassé les sciences qui ont eu lieu au moment de l'affaire dite désormais Cahuzac. Il n'y a pas un seul parlementaire, pas un seul, alors qu'il avait reconnu les faits, qui n'a demandé de la prison pour ce ministre en déchéance. Pas un seul. Et je pense que si les faits avérés de double facturation étaient confirmés à la fois par l'enquête de police et par l'instruction, personne ici dans l'hémicycle ne demandera de la prison ferme. Alors que souvent, on demande pour le petit voleur de portable, pour le petit trafiquant de shit, tout de suite de la prison. Tout de suite, tout de suite. Je ne me cesse de m'étonner. Ce n'est pas une critique qui vous est destinée uniquement et ne vous sentez pas visé. Elle nous concerne tous. Cette sévérité plus grande pour les petits délits et une forme de tolérance pour une délinquance en col blanc. Ce texte, je le disais, ne prétend pas régler tous les dysfonctionnements et ne répond pas à tous les défis. Son ambition est mesurée et c'est normal. Le projet de loi n'aborde pas, malheureusement, la rétention de sûreté. C'est un engagement du Parti socialiste pendant la campagne présidentielle que de l'abroger. Nous avons déposé un amendement de suppression car l'attente d'une future réforme du Code de l'exécution des peines nous paraît, pour tout dire, incertaine. La suppression des tribunaux pour mineurs, qui est un engagement du président de la République, ne figure pas non plus dans le texte. Il faut attendre, nous dit-on, la refonte de l'ordonnance de 45. Nous avons déposé un amendement de suppression également. Ce texte, il vise essentiellement à combattre la réitération des actes délictueux, à éviter que la prison n'alimente la récidive et le nombre de nouvelles victimes. Avec la contrainte pénale, le texte prétend améliorer le suivi des condamnés. C'est en effet un suivi plus renforcé que le sursis mis à l'épreuve, avec des évaluations régulières. Le texte, par ailleurs, rend la capacité d'appréciation au juge en supprimant les peines planchers. Ces peines avaient en effet fait s'envoler le nombre d'années de prison, 40 000 années d'emprisonnement de plus par an selon les chiffres de la chancellerie. Il supprime les automatismes que l'on retrouve dans les révocations automatiques des sursis simples ou des sursis avec mise à l'épreuve. Il renforce les contrôles des obligations des justiciables en milieu ouvert, mais aussi à leur sortie de prison. On aurait pu espérer un nouveau régime des peines fondé sur les alternatives à la prison. Vous l'avez évoqué ici même, Madame la Ministre. Le jury de la conférence de consensus avait d'ailleurs esquissé une nouvelle architecture judiciaire autour de 3 piliers, de 3 sanctions. Les amendes, la peine de probation et la prison pour les crimes. Il eût fallu pour cela s'attaquer à l'échelle des peines. Le gouvernement a fait un choix plus modeste, comme le dit le président de la commission des lois. Il a fait le choix de la contrainte pénale. Cette peine ne remplace pas les autres peines, c'est une sanction supplémentaire qui s'ajoute à celle dont le juge dispose déjà. Elle peut être révoquée et donc conduire le condamné en prison, et contrairement à ce qui a été dit, elle garde un lien avec la prison. Donc, la nouveauté, c'est le suivi renforcé, l'effort sans précédent que va effectuer le gouvernement, avec la création de 1000 postes de conseillers d'insertion et de probation. Le gouvernement souhaite en effet limiter la contrainte pénale au délit passible de 5 ans de prison maximum. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'était pas très clair en commission des lois, je vous l'avoue, mais c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant la presse depuis hier. Je crois que c'est en amoindrir la portée, que c'est assez incohérent, puisqu'aucune peine alternative à l'emprisonnement ne connaît ce type de limite, mais j'ai hâte de vous entendre, Madame la Ministre, argumenter dans ce sens. Nous avons voté l'amendement socialiste en commission, et ce sera une surprise pour personne que nous le votions ici même. Donc, nous vous ferons défaut sur ce vote-là, Madame la Ministre. Les autres dispositions que contient le texte sont de bon sens. Le procès en 2 temps. Le tribunal pourra désormais prononcer la culpabilité lors d'une première audience et renvoyer sa décision en seconde audience après évaluation du comportement du condamné par les services d'insertion et de probation. C'est une bonne chose. Afin d'éviter les sorties sèches de prison sans mesure d'accompagnement, la réforme prévoit une libération sous contrainte. Aux 2 tiers de la peine, le juge viendra également examiner la situation de la personne condamnée et pourra statuer sur une possible libération. En cas de sortie, le contrôle sera renforcé avec des mesures de restriction, des rencontres avec un conseiller d'insertion et de probation, ou encore l'interdiction de se rendre sur certains lieux et de rencontrer certaines personnes pourra être également décidée par le juge. Ce sera donc une peine en tant que telle, ce sera même une peine sévère par rapport à ce qui existe déjà. Enfin, toute une série de mesures concernent les victimes. Et oui, nous parlons également des victimes qui ont été ces dernières années oubliées,
qui pourront notamment être informés de la libération de leurs agresseurs. Les amendes imposées aux délinquants seront par ailleurs majorées de 10% pour financer les associations d'aide aux victimes que vous aviez négligées, je vous le rappelle. Nous notons également, et les écologistes la défendent depuis longtemps, la volonté de développer la justice restaurative. Ce n'était pas le cas en commission de la part du gouvernement, donc nous nous félicitons que le gouvernement ait décidé de déposer un amendement. Nous l'avions fait en commission, nous voterons évidemment le vôtre. C'est un pas important. Je pense que des mesures de justice restaurative ont obtenu dans d'autres pays des résultats très intéressants, notamment au Canada, je crois, sur la satisfaction des victimes qui se sentent mieux prises en compte. Je crois que ça participe également de la lutte contre la récidive, et tout cela pour un coût nettement moins important que l'emprisonnement. Madame la garde des Sceaux, pour conclure, je voulais vous dire que nous avons, et je crois que c'est le sentiment de l'ensemble de la majorité, beaucoup de respect pour la manière dont vous conduisez ces débats, par vent contraire, par gros temps souvent, devant faire face à des attaques souvent injustes, outrancières, sans toujours avoir la possibilité de vous défendre. L'opposition a parfois fait preuve de démagogie, vous accusant de tous les maux. Les écologistes, nous aurions souhaité, je vous l'ai dit, une réforme au périmètre plus large, mais nous serons à vos côtés, encore une fois. Nous soutiendrons ce texte qui reprend pour partie les engagements du président de la République. Mais je voulais vous remercier parce que, pour une fois, depuis de longues années, un responsable de gauche, pour parler de délinquance, d'emprisonnement, de délit, a changé de vocabulaire et de ton, a fait entendre l'esprit de responsabilité et de raison, refusant de jouer sur les peurs et les sentiments. Ça, c'est un vrai changement. Vous avez refusé d'être esclave de l'empire de l'émotion, et ça fait du bien à entendre, ici dans cet hémicycle, pour le parlementaire de gauche que je suis. Vous portez ce projet gouvernemental avec détermination, et à l'instar d'un autre projet emblématique, vous le portez parfois sans les soutiens escomptés. Mais je sais que la majorité parlementaire ne vous fera pas défaut. Les écologistes voteront également ce texte. Merci.